Yaurana, merci de nous rejoindre sur TNTV pour votre journal. Tout de suite, les titres de ce soir. La guerre au Proche-Orient fera-t-elle monter les prix au Fénois dans les mois qui viennent? Nous avons rencontré des responsables du commerce. Certains perçoivent déjà des signes. Ils se disent très attentifs. Ils troquent leur cahier contre une caméra. Les élèves du lycée Don Bosco se lancent un défi. Filmer leur quotidien en bac pro logistique. Un concours original contre le décrochage scolaire. On vous emmène dans les coulisses. Enfin, restez avec nous pour prendre des nouvelles de nos champions à l'étranger avec Désiré Teivao dans Teara Sport. La guerre au Proche-Orient va-t-elle faire monter les prix au Fénois? Entre inquiétude et prudence, les consommateurs et les professionnels redoutent une nouvelle vague d'inflation. Nicolas Pérez et Jeanne Tinoroa. 20 jours après les premiers bombardements en Iran, la Polynésie se prépare à encaisser les premiers signes d'une inflation latente. Si hier, le président Brotherson a rassuré lors de sa conférence de presse en annonçant des mesures conservatrices pour amortir une hausse des prix, les commerçants de la place, quant à eux, ressentent déjà une baisse d'activité. On est déjà impacté, donc nos prix n'ont pas bougé, mais forcément on est en train de réfléchir à s'adapter en fait, parce que nos marges sont importantes pour pouvoir payer nos charges. Et en discutant avec d'autres commerçants dans le centre-ville, on se concerte un petit peu et on voit quand même qu'il y a une baisse de fréquentation. Qui dit baisse de fréquentation, qui dit baisse de chiffre d'affaires. Et donc après c'est un peu compliqué, on doit être toujours en train de se poser la question pour innover un peu, quoi. Inquiet, il dénonce en parallèle une augmentation des prix de certaines matières premières. Nos fournisseurs ont déjà commencé à anticiper des augmentations de tarifs, pour certains. Donc normalement on ne doit pas avoir ces augmentations, mais certains ont commencé à réfléchir à augmenter leurs prix, tu vois. Une hausse qu'ils estiment entre 10 et 15%. Pour la Fédération Générale du Commerce, l'heure n'est pas encore à l'inquiétude, mais à la vigilance. Il est encore un peu trop tôt pour mesurer les effets de cette guerre. Cependant, il faut être vigilant. On le sait forcément qu'il y aura une tension au niveau des prix à cause justement de l'augmentation du prix de l'énergie en général. Et donc par effet, une légère inflation en tout cas pour le moment. Voilà. Pour anticiper une éventuelle baisse du pouvoir d'achat des Polynésiens, la FGC préconise de mettre en place un panier solidaire. Et on pourrait proposer peut-être comme à l'époque du Covid, de ressortir l'idée du panier de produits à prix contrôlé, pas contrôlé mais à prix bloqué pour garder le pouvoir d'achat du consommateur. Pour le moment, difficile de mesurer les effets inflationnistes de cette nouvelle crise. De son côté, et pour limiter les coûts d'importation, la CMA-CGM, principal transporteur maritime, a annoncé le 13 mars dernier qu'aucune surcharge sur les carburants ne sera appliquée au DOM-TOM, Polynésie inclus. Et vous craignez-vous une nouvelle hausse des prix dans les rayons? Écoutez ce micro-trottoir réalisé au centre-ville de Papeete. Un peu de crainte, peur par rapport à nous Polynésiens. Suite, on ne sait pas ce qui va se passer à l'avenir. Peut-être on va être en manque de de nourriture, de pétrole, de l'essence et de l'énergie. Et notre mode de vie, c'est qu'il faudra retourner à la source. C'est que nous avons grandi en fait dans la cultivation des produits locaux. Et aujourd'hui, nous vivons dans le monde moderne et je pense qu'il faudra y retourner dans les temps anciens. Il faut que tout le monde sache que la guerre, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Forcément, derrière tout ça, il doit y avoir des crises économiques. Mais pour moi, la guerre, ça ne vient pas des soldats ou des pays, c'est les politiciens, on ne va pas se mentir. On ne le voit pas comme ça parce qu'on est sur une île, on est un peu dégagé, on est reculé, on croit qu'on est dans un petit paradis, mais pas du tout. Parce que c'est un peu comme l'inflation qui arrive, tout comme en 2020-2021, comme la crise économique du Covid. Parce que tout ce qui est riz, maïs, lentilles, tout ça, c'est rien. Mais quand tu ne vas plus en avoir dans ton placard,
c'est triste et ça fait mal. C'est comme si on parle de la farine. On commande. Mais les produits ici, comme le lave-pain, ils peuvent produire la farine. J'aimerais bien produire plus que nous, on devient autonome. L'actualité, c'est aussi cette tragédie ce jeudi sur un chantier de la Punaru. Un opérateur a été mortellement écrasé par une drague qu'il conduisait. Les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer. Nouvelle saisie d'ICE au Fénois. La drogue a été trouvée sur un imposant paquebot de croisière, le Vista, comme l'indique Polynésie, la première, alors qu'il était en escale à Nukuhiva, aux Marquises. Selon nos informations, 4 hommes ont été interpellés. Le CESEC s'empare d'un dossier majeur, les violences intrafamiliales. La Cour d'appel et le parquet général de Papeete y ont réaffirmé devant ses membres les enjeux, notamment pour la protection des mineurs. Un constat inquiétant émerge, l'impact croissant de l'ICE dans ses passages à l'acte. Si la justice sanctionne, la société civile est appelée à renforcer la prévention. Je vous propose d'écouter le procureur général Frédéric Bénet-Chambellan. Il est interrogé par Sam Teinaouri. En effet, comme le CESEC est la représentation de l'ensemble du territoire social, économique, etc., c'est ce qui nous permet d'avoir une vision collective des choses. Sur spécialement les violences intrafamiliales, la justice doit faire son travail. Je crois qu'elle le fait, toujours perfectible, mais elle le fait. Et comme je viens de le dire aux membres du CESEC, même si la justice faisait son travail de façon absolument parfaite, il reste que les sujets qui sous-tendent les violences intrafamiliales, ils concernent absolument toute la société. Et donc il faut qu'il y ait un effort collectif, une prise de conscience collective que non, ces situations de violence intrafamiliale ne sont pas normales, que oui, il faut de la répression et c'est le travail de la justice, mais oui, il faut aussi un combat quotidien de toutes les structures et de toutes les familles et mettre aussi fin à ce qui arrive trop souvent de rester dans le silence. Redonner du sens à leur cursus par l'image, c'est le défi des élèves de première bac pro logistique au lycée Don Bosco. Pour le concours national Je filme ma formation, ils ont troqué leur cahier contre une caméra. Un projet pédagogique qui va bien au-delà de l'audiovisuel. Thomas Chabrol et Radhou Mahacheong. Des téléphones en mode caméra et des micros pour raconter leur cursus au lycée. Les 27 élèves de première logistique ont écrit, filmé et monté leur film pour le concours national Je filme ma formation. Objectif, valoriser cette filière de bac professionnel, la seule de Tahiti. C'est ça, c'est d'attirer plus d'élèves à découvrir cette filière, car je pense que cette filière n'est pas assez connue ici en Polynésie. Et j'invite à tous les élèves de s'orienter, de découvrir cette filière. Narration, cadrage et montage, les élèves filment depuis plusieurs mois en classe, mais aussi pendant les stages en entreprise. Impliqués dans ce projet collectif, ils sont acteurs de leur formation. Pour certains, cette aventure représente bien plus qu'une simple vidéo. C'est une manière de lutter contre le décrochage scolaire. Kamalei avait perdu de la motivation pour les études. En travaillant sur ce projet audiovisuel, elle a redonné du sens à sa présence en classe. Ça nous a permis de sortir du lycée, de voir comment est fait notre filière en dehors de l'école, plus professionnellement. Et ça m'a donné envie de revenir et d'avancer pour avoir mon bac. Et ensuite continuer dans l'armée, en logistique. Il y a aussi le fait de travailler la confiance en soi, être à l'aise à l'oral, être fier de soi, croire en soi et ne pas avoir peur. En début d'année, je leur ai dit, on sera la promo COVOP. Je leur ai expliqué ça. Ils peuvent vous montrer, en fait, c'est assez rigolo parce que c'est avec les premières lettres de QOVOP et ça fait un petit visage. Ça fait un petit bonhomme. Ça fait un petit bonhomme. Quand on veut, on peut. Entre créativité et esprit d'équipe, ces futurs professionnels de la logistique trouvent une nouvelle motivation. Ce film est un moteur pour se projeter vers l'après-bac. J'ai plutôt envie de travailler dans le secteur où il y a les livraisons, les entrepôts. C'est moi ce que j'aime bien dans la logistique, c'est tout ce qui est camions, chars élévateurs, marchandises aussi.
Le film du lycée Don Bosco fait partie des 527 productions sélectionnées. Il sera diffusé lors de la cérémonie des prix au Grand Rex à Paris le 31 mars. Un groupe de la classe fera le déplacement pour représenter le Fénois. Les élèves espèrent décrocher un trophée. J-3 avant le second tour des municipales, on ouvre notre page dédiée aux élections. Statu quo à Tayarapu-Ouest pour le second tour des municipales ce dimanche 22 mars. Après un premier tour particulièrement serré, aucune fusion n'a été actée. 4 listes partent chacune de leur côté à la conquête des électeurs. Davidson Bennett. 4 listes, 4 stratégies et une certitude. À Tayarapu-Est, la bataille du second tour s'annonce ouverte. Arrivé en tête au premier tour avec 37% des suffrages exprimés, soit 2352 voix, Willie Cheng-Sao garde le cap. Pas question de s'allier, il mise sur la continuité de sa campagne de proximité. Objectif, convaincre les abstentionnistes et transformer l'essai dimanche. Ah non, nous, on avait décidé déjà avant le premier tour que s'il y avait un deuxième tour, on partait seul, sans fusion, sans s'allier, rien du tout. Donc je ne peux pas débarquer un de mes colistiers en cours de route. Donc d'ailleurs, je tiens à les remercier, les colistiers, surtout aussi les comités de soutien qui sont encore sur le terrain aujourd'hui, entre les deux tours, ils sont toujours là à travailler et à préparer nos meetings et tout, donc ils sont toujours là. Merci à eux. Avec le premier tour, on a joué la proximité. On est allé rencontrer les familles chez eux. Voilà le résultat du premier tour. Et on va continuer dans ce sens. Donc, ce dimanche 22 mars, un seul ticket. Fahutu ya Tayarapu pour le changement. Même ligne pour Béatrice Lucas, seconde avec 1089 voix au premier tour. Courtisée après le premier tour, elle a choisi de rester fidèle à son équipe. Une décision assumée dans une campagne où chaque voix compte. Avant tout, je souhaiterais d'abord adresser mes salutations à toute la population de Tayarapu-Est, leur dire combien nous sommes reconnaissants pour le score honorable que nous avons eu dimanche. Alors, fidèle à ma ligne de conduite, à notre ligne de conduite, il n'y aura pas de fusion. Il est vrai que j'ai été contactée par les autres groupes, j'ai assisté à une réunion, une seule, où je me suis bien positionnée en disant qu'on reste la même équipe pour le second tour. Derrière elle, avec 1078 voix au compteur, Keitapum Amatoua Yahutapu se positionne en challenger, troisième au premier tour. Il regrette l'absence d'union de l'opposition, mais reste confiant. Sans alliance, son équipe mise sur son programme et sur le terrain. Oui, c'est un premier tour très satisfaisant pour nous, parce que c'est la première fois quand même que nous arrivons à un tel score. Et donc, très, très satisfait. Donc, d'ailleurs, en fait, nous avons décidé de repartir pour le deuxième tour et sans alliance, parce que nous pensons en fait que nous sommes toujours l'alternance par rapport aux autres groupes. Donc, en fait, c'est très important en fait, que les gens comprennent. On vit aujourd'hui dans un monde libéral où les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Et nous, on doit rétablir un équilibre. On voudrait rétablir un équilibre entre les deux mondes. Enfin, Anthony Jamé, arrivé quatrième, reste lui aussi dans la course. Sans alliance, il joue sa carte jusqu'au bout dans ce second tour décisif. Selon les résultats officiels du Haut Commissariat, les écarts restent suffisamment serrés pour maintenir le suspense. On était un peu déçus, à moitié déçus quand même. C'est vrai qu'on a eu quelques faiblesses dans les communes associées. Mais nous ne sommes pas tellement déçus puisque au niveau de Tarawa-Wahidi, on est quand même terminé deuxième avec 600 et quelques voix. Pour le deuxième tour, nous avons essayé de rassembler un peu toute l'opposition, mais selon les discussions, nous ne sommes pas arrivés à un accord. Et c'est vrai que tout le monde dit qu'il faut s'opposer à Ouli. Dans les paroles, mais dans les actes, ça ne s'est pas suivi. C'est ce que nous regrettons vraiment, qu'il n'y ait pas eu vraiment une union de l'opposition pour contrer la liste qui a terminé premier du premier tour. Voilà. Dimanche 22 mars, les électeurs de Tayarapu-Est auront le dernier mot, une quadrangulaire rare et une issue encore incertaine.
Nous vous en parlions mardi. La bataille s'annonce serrée dimanche à Hiti Aotera. Arrivé en tête, Henri Flore affronte désormais la liste fusionnée de Dauphin, Domingo, Émile Paofey et Camélia Papin. De son côté, le Tavini de Vincent Maono, arrivé 3e, poursuit la course seule. On l'écoute au micro de Tauhiti Taonuamusan détailler quelques-unes de ses priorités. La jeunesse aujourd'hui, ça se développe à une vitesse phénoménale qui traîne dans la rue. Ce que je disais tout à l'heure pour les écoles, les bâtiments sont vieillots, il faut revoir machin pour que les enfants puissent être intéressés pour venir à l'école. Absentéisme, c'est énorme. Et je pense que ce côté-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, si le bâtiment est réceptionné très agréable, qui attire l'envie d'aller, je pense que c'est ça déjà un plus qu'on gagne. Et pour nous, le truc d'éducation, c'est primordial. L'autre projet aussi, c'est le logement. Le problème ici à Hiti Aotera, c'est le logement. Il y a des familles qui vivent sous une bâche. Et ça, c'est... En plus, ce sont des gens chez nous. Ce sont des gens déterminés. Voilà pour l'essentiel de l'actualité politique avant le scrutin de dimanche. À 2 ans des Jeux du Pacifique 2027, l'organisation s'accélère au Fénois. L'objectif est clair, recruter 4500 bénévoles pour encadrer l'événement. Le succès est déjà au rendez-vous avec plus de 1000 inscriptions enregistrées en seulement une semaine. Une mobilisation cruciale avant le début des formations l'an prochain. On écoute Jérémy Talarmin, responsable du département volontaire au micro de Heiroa Tuahu et Matai Horei. Pour s'inscrire, c'est simple, il suffit de se rendre sur notre site web, donc tahiti2027.pf, et cliquer sur l'onglet Devenir volontaire. Le programme volontaire est ouvert à tous à partir de 18 ans. Et cela déclenchera du coup dans la foulée le démarrage des formations. Donc une formation en 3 temps avec une formation générale sur le savoir-être, une formation spécifique sur les missions et le savoir-faire, et enfin une formation sur site où ce sera de la mise en situation. Il aura la gratuité des transports en commun. Ces repas seront pris en charge, donc 2 à 3 repas par jour qui seront pris en charge. On offrira aussi la possibilité pour les volontaires des îles d'être hébergés. Donc on aura un centre d'hébergement dédié aux volontaires. Ils auront tous un uniforme pour 2027 également. On parle à présent de nos sportifs à l'étranger dans notre rubrique Teara Sport avec Désiré Teivao, ce soir au programme du judo, du muay thai et du crossfit. Yorana Vemiti, Yorana à tous, une nouvelle semaine et de nouveaux exploits pour nos athlètes sur la scène internationale. On part tout de suite au Canada. Le week-end dernier, 14 judokas étaient engagés dans 2 compétitions à Vancouver et à Edmonton. C'était des cadets et des juniors. Une tournée canadienne plus que réussie pour la délégation tahitienne. Nos athlètes décrochent 21 médailles, 3 en or, 7 en argent et 11 en bronze. Mais au-delà des podiums, c'est aussi l'expérience engrangée qui est précieuse pour nos jeunes espoirs. Avec plus de 180 combats disputés, c'est face à une concurrence internationale très relevée. Les cadets et les juniors ont donc fait le plein d'expérience au Canada. Et ce week-end dans l'Hexagone, ce sera au tour des minimes d'entrer en lice. Ils seront 9 judokas tahitiens engagés en Coupe de France. Sur place, le groupe a déjà repris le rythme des entraînements avec un premier entraînement au judo Panto Combo. À J-2 de la compétition, nos jeunes espoirs entrent dans la dernière ligne droite avec l'objectif de continuer sur la belle dynamique du judo polynésien. Des préparations idéales en vue des prochaines échéances internationales et notamment des Jeux du Pacifique organisés en 2027 au Fénois. On part maintenant en Thaïlande où Teaniha Waren s'entraîne depuis plus d'1 an pour atteindre le plus haut niveau du Muay Thai. Le Tahitien a fait un retour spectaculaire samedi dernier sur le ring. Après plusieurs semaines de préparation intense et de travail acharné, le Polynésien a su saisir l'opportunité lorsqu'elle s'est présentée. Face à un adversaire thaïlandais expérimenté, dans un main event prévu sur 5 rounds, le défi était de taille pour le Polynésien. Mais Teaniho n'a laissé aucune chance à son adversaire. Dès le premier round, le Polynésien s'impose par KO. Une victoire impressionnante qui marque un tournant majeur dans sa carrière. Et dernière escale pour Teara Sport ce soir, c'est à Miami,
où 17 crossfitters polynésiens disputaient la Wodapalooza la semaine passée. La Wodapalooza, c'est l'une des compétitions de CrossFit les plus importantes de la planète. Et face à des milliers d'athlètes, nos représentants se sont illustrés. Chez les hommes en catégorie RX, l'une des plus relevées, Ray Haussien et Kevin Bellem prennent une belle deuxième place. Toujours chez les messieurs, mais en open, Tetiari Apeong et Teihotu Tewira s'imposent. Du côté des dames, on note la performance de Nancy Wong et de Stephanie Broderson. Les Thaïsiennes décrochent la 3e place de la catégorie intermédiaire. Félicitations à tous nos athlètes pour leur performance. C'était l'essentiel de l'actualité de Noaito à l'étranger. On se retrouve la semaine prochaine. C'est sur cette note sportive que l'on referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. À suivre dans votre magazine Moana, le portrait de Dorita. Elle pêche quotidiennement pour compléter ses revenus. Puis restez avec nous pour la demi-finale de Pékin Express, la route des glaces. Demain, retrouvez Mika Delattre pour vos journaux du week-end. Quant à moi, je vous retrouve bientôt. Très belle soirée à tous sur notre chaîne. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.